Bien, ma chère Christian, c'est un vrai plaisir de passer ce moment avec toi et puis d'évoquer ta carrière qui est, je dirais, professionnellement et aussi personnellement très riche. Donc, si tu veux, je vais faire d'abord un très court remarque sur deux, trois points importants et puis on va démarrer ensuite la discussion. Donc, euh, tu as été nommé donc, professeur ordinaire à la Faculté des sciences en 1980 et tu as pris une retraite bien méritée en 2011. Et durant cette période, eh ben, tu as fait beaucoup de choses, donc qu'on va essayer d'évoquer ensemble. Donc, tu as évidemment développé le département d'informatique, et ça je pense que c'est important parce que je pense que maintenant on associe volontiers le département d'informatique avec ta carrière. Il est ce qu'il est aussi grâce à toi et certains de tes collègues, donc on va en parler tout à l'heure. Tu as eu beaucoup d'activités interdisciplinaires aussi. Des activités administratives, ça je pense qu'on y échappe de moins en moins, mais ça sera aussi intéressant peut-être d'évoquer ces choses-là. Et maintenant que tu es à la retraite, bon, tu profites pour découvrir, tu continues à découvrir le monde, hein, ce qui t'a toujours passionné, mais tu gardes aussi certaines activités, certains liens avec des collègues et certaines activités scientifiques qu'on évoquera aussi par la suite. Alors, bon, c'est vrai que je pense que la physique était le chemin plus ou moins naturel pour l'informatique à l'époque, parce qu'il n'y avait pas vraiment de formation en informatique. Ah, il n'y avait rien. Mais en fait, finalement, quels sont les événements qui ont fait que tu as basculé de la physique nucléaire à l'informatique? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je dirais, bon, tout d'abord, en faisant mon diplôme de physique, j'ai eu à utiliser les ordinateurs du CERN pour mener à bien mon travail. Donc ça a été le premier contact que j'ai eu avec ces grosses machines à l'époque. Ensuite de quoi, on partageait avec plusieurs copains un bureau au CERN, et dans le couloir qui menait à ce bureau, il y avait un immense panneau d'affichage. Et un jour, sur ce panneau d'affichage, venait d'être punaisée une annonce comme quoi on cherchait des assistants pour encadrer les travaux pratiques d'un cours de programmation. Enfin, à l'époque, ça s'appelait cours de calcul électronique. Je me suis dit, tiens, bon, connaissant un peu le langage des physiciens de l'époque, le Fortran, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa, et puis de voir. Il y avait un numéro de téléphone, il y avait le nom, professeur Bernard Levrat, et donc je me suis adressé à lui, et j'ai eu la chance d'être sélectionné pour donner ces travaux pratiques. Donc c'est comme ça que je suis rentré un peu par la porte de service dans la filière informatique. Alors, donc tu rejoins le département d'informatique à ce moment-là. Oui. Et en fait, le département d'informatique, c'est le premier département d'informatique de Suisse. Exact. Donc, est-ce que tu peux nous retracer un tout petit peu les grandes lignes de ce département relativement récent et du fait que finalement c'était une idée un peu précurseur de l'avoir créé? Voilà, alors ça, on le doit à Bernard Levrat. Voilà. C'est lui qui a vraiment été la cheville ouvrière dans la création de ce département. Donc au départ, il y avait ce centre interfacultaire qui existait. Ensuite, c'est devenu un institut. Ensuite, il y a eu un changement de loi sur l'université qui a été voté par le Grand Conseil. Et là, les instituts existaient toujours, mais ils avaient un profil très particulier. Donc, il a fallu décider qu'allait devenir cet institut interfacultaire de calcul électronique, comme on l'appelait. Et là, d'entente avec le doyen de la faculté des sciences, il était décidé de créer un département. La question qui s'est posée immédiatement, c'est de savoir à quelle section de la faculté rattacher le département en question. La physique, la section de mathématiques ou une autre. Et Levrat a eu l'idée assez extraordinaire, je dois dire, de prendre le modèle du département d'astronomie, qui était rattaché à aucune section, mais qui dépendait directement du doyen, donc du décanat. Et le département d'informatique est devenu le deuxième département autonome, je dirais, ne dépendant que du doyen. D'accord. Ce qui fait que sans avoir le statut officiel d'une section, on en avait à la limite toutes les prérogatives. Ouais. Et c'est vrai que ça a beaucoup facilité le
le développement du département. Parce que le contact direct avec le décanat, le contact direct à travers le doyen, avec le rectorat, donc je pense que les choses là se sont présentées d'une manière tout à fait favorable. On a déjà vu un petit lien avec l'intelligence artificielle et l'IDIAP, mais finalement tu ne nous as pas tout à fait expliqué comment tu en as fait tes activités de recherche, j'ai envie de dire peut-être principales, pendant ta carrière de professeur au département. Donc finalement, comment y es-tu venu et qu'est-ce que c'est cette intelligence artificielle? Alors, j'y suis venu d'une manière, je dirais, à nouveau un peu indirecte. Enfin, les choses ne sont jamais programmées d'une façon linéaire. On sait très bien d'où on va, d'où on vient et où on va. Au tout début, je m'intéressais beaucoup au traitement d'images. Donc, et c'est comme ça qu'on a développé l'application, le projet de recherche avec Ron Appel et Denis Ostrasser. Donc, mon principal intérêt était l'imagerie, comment est-ce qu'on interprète des images, qu'est-ce qu'on arrive à en extraire, est-ce qu'on peut faire ça automatiquement ou pas, etc. Et ceci étant, je me suis assez rapidement rendu compte que les approches strictement algorithmiques étaient relativement peu prometteuses. Donc il fallait trouver un moyen un peu plus original de résoudre le problème. Et en réfléchissant un petit peu, en regardant ce qui se faisait, on s'est dit, bon, on va essayer d'appliquer les méthodes d'apprentissage automatique à l'interprétation d'images. Donc c'est comme ça que petit à petit, de l'analyse d'images purement algorithmique, on a introduit quelques ingrédients d'apprentissage automatique. Ensuite, on s'est dit que l'apprentissage automatique avait quand même quelques limitations. Donc il fallait prendre des méthodes encore un peu plus souples. Et on s'est intéressé au réseau de neurones artificiels. Donc, comme ça, en migrant petit à petit. En suivant les besoins. Suivant les besoins, en disant qu'il fallait qu'on trouve de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. C'est comme ça que je me suis retrouvé. Donc, toujours un peu motivé par des applications, par des problèmes. Toujours. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a toujours. Ce qui a toujours dirigé mes travaux, c'est. On fait de la théorie quand c'est nécessaire, mais on va jusqu'à l'application pour vérifier que ce qu'on a pu imaginer au niveau théorique, ça marche. J'aimerais maintenant aborder peut-être des choses peut-être plus personnelles. Donc, je sais que tu as une passion pour l'Afrique. Beaucoup de tes amis et même tes collègues au département ont été magnifiques photos d'animaux que tu utilises souvent comme fond d'écran et qui font rêver. Quelque part, cette passion pour l'Afrique, est-ce qu'elle a été aussi un moteur pour toi pour participer à ce projet Africa at Home? Donc, peut-être pourrais nous dire un petit peu ce que c'est cette science participative, ce projet, comment tout ceci construit? Parce que peut-être sur la fin de ta carrière, c'est peut-être ça qui a été dominant dans tes activités et qui continue à t'occuper aussi maintenant. On a développé cette petite application qui s'est appelée Africa at Home parce que c'était un problème qui touchait principalement l'Afrique. Et on disait aux gens, écoutez, voilà, si vous êtes d'accord, on vous propose d'installer sur votre machine, en vous garantissant absolument que c'est sans virus, que ça ne va rien détruire, que on installe un petit programme sur votre machine qui, pendant que vous ne l'utilisez pas, va faire des calculs. Ces calculs vont ensuite, les résultats de ces calculs vont ensuite être rapatriés chez nous et ça nous permettra de mieux comprendre ce qu'est la malaria, comment ça fonctionne, etc. Savoir s'il faut distribuer des moustiquaires, faire des vaccins, enfin bref. Et sans faire de publicité aucune, simplement en mettant l'application sur un site connu pour être fréquenté par des gens intéressés par ce genre d'application. En l'espace d'un mois, on avait, je ne sais plus, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'étaient portées volontaires et qui... Et donc je me souviens qu'il y avait un nombre d'heures de calcul qui avait été disponible grâce à ce projet qui est impressionnant. Non? Énorme. On avait à la fin, je crois qu'il fonctionne toujours d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas été regarder exactement ce qui se passait, mais il fonctionne toujours. Mais à un moment donné, on avait fait le point et on s'était rendu compte qu'en l'espace d'une année, on avait à peu près accumulé l'équivalent d'à peu près 50 ans de calcul ininterrompu
pour la modélisation de ce phénomène. Donc... D'où l'intérêt de se poser la question de savoir est-ce que ça pourrait pas être une approche qui se généralise, avant de se généraliser, susceptible d'intéresser d'autres disciplines.